m'avez probablement invité parce que je suis linguiste. Et donc, en tant que linguiste, on peut s'occuper de deux grands aspects du langage, comme vous le savez, soit le langage en tant que tel, en tant que faculté, ou bien alors le langage tel qu'il est réalisé sous la forme de diverses langues, que ce soit le français, que ce soit le mandarin, que ce soit l'anglais, que ce soit le luxembourgeois, peu importe, ce sont des réalisations du langage. Alors la première catégorie, le langage en tant que faculté, ce sont des linguistes, mais qui se trouvent souvent dans des facultés de psychologie, par exemple, du côté de la psychologie cognitive, etc. De l'autre versant, là on est plus dans des facultés de lettres, souvent, traducteurs, interprètes, etc. Ou, comme dans mon cas, des gens qui font de la linguistique pure. Alors vous mettez tous les guillemets nécessaires à pure, c'est-à-dire qu'ils s'occupent non seulement des langues, mais des gens qui parlent ces langues en priorité, et du triangle qui existe entre la langue, les gens et la société dans lesquelles les gens fonctionnent. C'est ça, vous me disiez l'autre jour, dans l'entretien préalable, que la langue n'existait pas. Hein, oui. Qu'on ne croisait pas la langue au coin d'une rue, mais seulement des usagers, des locuteurs. Oui. Et vous allez développer sans doute cette idée dans le cadre de la conférence. Pas trop, parce que c'est tellement simple et tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en faire un objet de conférence. Donc, comme vous le rappelez, personne ici n'a jamais rencontré une langue au coin d'une rue, c'est bien ça. Les langues n'existent que par les gens qui les font exister en les parlant, en les écrivant, etc. Ce que vous avez dans les dictionnaires et les grammaires, ce sont bien sûr des mises par écrit de notre savoir sur la langue, mais personne parmi vous, je suis un peu désolé de vous décevoir peut-être, mais personne parmi vous ne parle comme un dictionnaire, ni ne parle comme une grammaire. Et je ne vous le souhaite pas vraiment, en réalité. D'accord ? Et moi non plus, bien entendu. Donc, à part ce savoir savant, donc métalinguistique, comme on dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir un peu comment la langue, à un moment donné, est prise en main, prise en bouche par les gens, et les utilisations qu'ils en font. D'où l'intérêt de ce thème, je l'espère en tout cas, dans la thématique globale, les pouvoirs du langage, qui est la thématique que vous avez choisie, parce que se servir de la langue, c'est certainement communiquer, etc., mais c'est aussi prendre du pouvoir. Prendre la parole, c'est toujours prendre du pouvoir. Empêcher une prise de parole, c'est empêcher une prise de pouvoir. Et j'associerai cette notion-là, donc je le dis déjà, la notion de pouvoir à la notion de légitimité linguistique. Comme je vous ai déjà annoncé la couleur en disant que je parlerai de langue, donc de langue française en particulier, c'est un de mes domaines de recherche, je vais travailler sur le français, non pas dans toute la francophonie, même si on pose des questions après sur l'ensemble de la francophonie, ça ne me dérange pas, mais ici, pour tenir en 40 minutes, je crois qu'il vaut mieux que je me concentre sur la Belgique, bien entendu. Et je vais, à partir de l'expérience des recherches que nous avons faites sur le français en Belgique, essayer de faire comprendre une série de questions plus générales sur l'avenir de cette langue. Parce qu'au fond, je vous ai dit d'abord que c'était les gens qui m'intéressaient, pas les langues, d'accord ? Et ce qui m'intéresse en ce qui concerne le français, aujourd'hui, c'est de voir un petit peu les conditions dans lesquelles ce français pourra survivre, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les francophones d'aujourd'hui continueront à se sentir mieux lorsqu'ils peuvent pratiquer le français. C'est une question qui est sous-jacente à l'ensemble de mes recherches et de mes travaux. Je ne défends pas le français pour le français, ça n'a aucun sens. Mais je veux bien, éventuellement, plaider la cause et être efficace pour des personnes qui demandent à continuer à pouvoir pratiquer leur langue. Vous devez savoir que, et ce sera ma dernière formule introductive, je m'intéresse aux langues minoritaires en général. Et donc, ça va du luxembourgeois au wallon, en passant par l'amazigh, donc le berbère, au Maroc, où là, il y a des millions de locuteurs pour le berbère. Donc, quand on parle de langue minoritaire, ce n'est pas une question de quantité de personnes, c'est une question de relation avec d'autres langues, donc l'arabe pour l'amazigh, bien sûr. Et dans ces langues minoritaires, je constate que les mêmes cycles historiques se reproduisent. Et donc, je dis par exemple à mes étudiants, si vous voulez comprendre ce qui va arriver au français par rapport à l'anglais, si ça continue comme ça, regardez ce qui s'est passé en Wallonie pour le wallon par rapport au français. C'est exactement les mêmes étapes historiques que l'on peut retracer. Voilà. Et voilà, au fond, une des premières conclusions de tout cet appareillage mental qui est mis en place. Ça, je reviens à la féminisation des noms de métiers. Si vous vous souvenez, c'est en fait la communauté française de l'époque qui avait, par décret,
imposé cette féminisation dans les textes administratifs, donc dans l'usage public. Pas dans l'usage privé, bien entendu, on fait quand même ce qu'on veut. Mais dans l'usage public, dans les textes administratifs, la féminisation était imposée. Donc, décret, et quelqu'un ici, que je ne nommerai pas, puisque j'ai repris simplement ses initiales, écrit à l'époque dans un journal « Seule l'Académie française est habilitée à modifier le vocabulaire et l'orthographe de notre langue commune, le français, et de ce fait, je dénie le droit à toute institution politique, belge ou wallonne, à toute académie locale, ça, la locale c'est la nôtre, hein, c'est l'Académie royale de langue et de littérature, de se substituer à l'authentique Académie de langue française, celle de Paris. » Ce qui m'intéresse là-dedans, donc au-delà du caractère presque caricatural de la formule, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est donc d'une part de revoir pour la xème fois l'idée que c'est l'Académie qui gère l'usage, alors que tout montre que ce n'est pas le cas, mais d'autre part à dire que s'il y a une légitimité, elle est dans cette Académie de Paris, et on en revient exactement à la même réalité que celle que j'ai évoquée avant, une académie qui se trouve à Paris, c'est-à-dire en dehors de notre territoire. La légitimité est ailleurs, toujours ailleurs. Elle n'est pas chez nous. À la suite de Poyart, qui a eu du succès, bien entendu, il a été publié ici à Bruxelles, hein, comme vous le voyez. À la suite de Poyart, toute une série d'autres recueils ont vu le jour avec la même perspective. C'était équivalent à ce qu'il y avait en France à l'époque, et ça s'appelait notamment les omnibus du langage. Les omnibus du langage. Alors, si je comprends bien l'intention de Poyart, je comprends moins bien que 50 ans plus tard, lorsque nous sommes devenus un État indépendant, on poursuive dans la même logique. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Eh bien, ce qu'il y a là derrière, c'est notamment la prise en compte de jugements comme celui-ci. Alors, vous le connaissez, hein, certainement, c'est Victor Hugo, et il dit « J'étudie, laissant parler les Belges autour de moi, j'admire comme ils parlent flamand en français. » Alors, ce Victor Hugo en question, qui est venu chez nous, rappelez-vous, d'abord pour faire du tourisme, puis à un moment donné, il est venu en exil. Alors, par parenthèse, c'est un ouvrage publié à titre posthume, hein, d'accord, celui-là, mais ça ne fait rien, c'est quand même lui qui l'a écrit. Victor Hugo, ici, souhaite plaisanter, je ne pense pas qu'il ait des intentions, c'est pas comme Baudelaire, quoi, il n'a pas de compte à régler avec la Belgique. Mais pour lui, c'est ça, en fait, la réalité. Une réalité bruxelloise, évidemment. Hein. Il n'a certainement pas entendu parler flamand lorsqu'il a fait le tour dans le Luxembourg. Hein. Bon. Mais ce sont des avis qui ont marqué, eux aussi, des générations de francophones belges. Eh bien, ça ne date même pas de Victor Hugo, ça ne date même pas de Poyart, ça date du Moyen-Âge, figurez-vous. Alors, regardez, certains connaissent peut-être, s'il y a des romanistes parmi vous qui sont passionnés par la poésie française, ils reconnaissent un texte de Conon de Béthune. Conon de Béthune, donc ici on est au XIIe siècle, Conon de Béthune est à l'époque probablement le poète le plus fameux. Et de quoi se plaint-il dans ce texte, que je n'ai pas le temps de commenter trop longuement? Il se plaint qu'à la cour du roi de France, de la reine ici, mais enfin du roi de France, on s'est moqué de lui parce qu'il a utilisé des mots d'Artois, pas de Paris. Et alors il se défend comme il peut. Hein. Je ne suis pas nourri à Pontoise, je n'ai pas été nourri, je ne suis pas né à Pontoise, d'accord, je parle comme dans ma région. Ce qui veut dire que pour un poète qui était vraiment à ce moment-là à l'avant-plan de la scène, même pour lui, il y avait déjà le sentiment qu'il y avait une variété de français qu'on parlait à Paris, à la cour de Paris, et qui était la référence légitime. Eh bien, c'est ce sentiment-là qui traverse tous les siècles et qui aboutit chez nous jusqu'au XXe siècle environ. Ce sentiment, on l'a travaillé donc avec mon équipe, on l'a appelé à la suite de travaux qui se sont faits dans d'autres régions du monde et pour d'autres langues, notamment pour l'anglais. Ceux qui connaissent un peu la sociolinguistique connaissent le nom de William Labov, qui a travaillé sur l'anglais aux États-Unis. Et on a évoqué, à ce moment-là, en le récupérant, le concept d'insécurité linguistique. Insécurité linguistique. Alors pour nous, l'insécurité linguistique, elle se traduit chez nous, en communauté française, après des enquêtes que nous avons faites, par quelques grands traits que je commente rapidement. Le premier trait, c'est la suggestion au modèle français. Le français, c'est le français des Français. Une petite anecdote à ce sujet-là. Je faisais des enquêtes, je rencontre une dame relativement âgée
et qui, à un moment donné, est interrogée sur la manière dont elle perçoit son français. Et elle me répond, vous savez, moi je ne le parle pas très bien, c'est pas ma langue. Elle était francophone, native. Elle me dit, c'est pas ma langue. Et je peux vous garantir qu'elle se débrouillait très bien. Je dis, tiens, c'est la langue de qui? Ah, c'est la langue des Français. C'est quand même intéressant. Et je peux vous dire que ce n'est pas un témoignage, c'est toute une série de témoignages qui tournent autour de cette suggestion par rapport à un modèle français. Inutile de dire que les gens que nous interrogions ne savent pas trop bien ce que c'est que ce modèle français. Ils savent une chose, ce n'est pas le leur. Alors forcément, quand vous avez un modèle extérieur, donc exogène, si on veut faire savant, votre propre pratique linguistique, elle est à ce moment-là niée, elle est autodépréciée. Si le modèle est ailleurs, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la légitimité, donc forcément vous parlez mal, ou pas bien. Et au mieux, vous vous taisez, ou au pire. Alors, troisième trait, nous sommes en Belgique, alors ça vaut sans doute plus pour des villes comme Liège, Namur, Charleroi, avec une forte identité régionale, plus que Bruxelles, qui est évidemment beaucoup plus diversifiée. Mais vous imaginez à Charleroi devoir commencer à utiliser les façons de parler des Français? Pincer le français comme les Français? Alors, qu'est-ce que ça va attirer immédiatement? Mais ça va attirer une sorte de réprobation. On va dire, mais enfin, parle comme ta mère t'a appris. Donc, c'est invivable de placer la légitimité, les modèles complètement en dehors de soi. C'est invivable. Et donc, il faut des stratégies de compensation. Ça veut dire qu'on joue avec deux marchés. Il y a le marché officiel du français international, auquel on essaye de se soumettre quand on va à Paris ou dans des endroits bien. Et puis, il y a le marché local, le marché plus restreint, sur lequel d'autres normes fonctionnent. D'accord ? Donc, quand je suis en délibération, je fonctionne avec 70 et 90, quoi, sans problème. Si je vais en France, je vais évidemment m'adapter tout de suite et parler de 90. D'accord ? Mais si un de mes collègues, ça a existé, commence à me sortir du 90 en délibération chez moi à Louvain-la-Neuve, je me dis, mais quel est le signal qu'il veut montrer ? Et en tout cas, ça paraît hors propos. Mais donc, il veut me donner un signal, sûrement. Alors, plus récent, sur Twitter. Macron, que vous connaissez, en Belgique, on suit très fort la politique française, surtout pour le moment. Macron, à un moment donné, veut féliciter les entrepreneurs français pour leur créativité. Il ne peut pas le faire en personne, il ne peut pas le dire de vive voix, donc il envoie un tweet. Et ce tweet, aux entrepreneurs français, French entrepreneurs, il l'envoie en anglais. Il l'envoie en anglais. What's that? 13 mars 2015. Eh bien, voyez-vous, je l'ai dit ailleurs, c'est ce que j'appelle une forme de trahison des clercs. C'est une forme de trahison que je peux expliquer très facilement. Je pense que c'est l'histoire qui est en marche. On peut l'expliquer très facilement. C'est une langue sérieuse, c'est la langue du business, c'est la langue des entreprises, c'est la langue de la technologie. Je peux commencer à vous expliquer tout cela, et sans doute que vous en connaissez même peut-être plus que moi là-dessus. Mais quand on fait cela, ça signifie que le signal qui est envoyé, c'est qu'évidemment, la langue, française dans ce cas-ci, n'est plus partie prenante dans les domaines symboliquement importants, commercialement dominant et culturellement dominant également. Donc ça veut dire que votre langue est en train d'être reléguée à l'arrière-boutique. C'est ça en clair, ce que ça veut dire. Or, vous savez que nous avons, pour toute langue que nous souhaitons enseigner, nous avons besoin d'avoir cette confiance dans la langue. On ne peut pas apprendre une langue à quelqu'un avec la conviction que cette langue, elle va s'en aller dans quelques décennies. Or, le français est actuellement enseigné sur 5 continents. C'est la seule langue avec l'anglais qui est enseigné sur les 5 continents. Comme l'anglais, le français, aujourd'hui, compte plus de locuteurs non natifs, je les appelle les adoptifs, que de locuteurs natifs. Donc l'enjeu, c'est bien l'alphabétisation, l'apprentissage de la langue. Mais avec des gens qui n'y croient plus, comment va-t-on faire ?
Devant l'impact des chasses au belgicisme et de certaines réactions qui commençaient à se faire, je vous en parlerai autour d'un verre un jour, il publie un petit livret qui s'appelle « Belgicisme de Beaunalois ». Vous vous souvenez, je vous ai parlé de stratégie de compensation tout à l'heure. Voilà une illustration savante d'une stratégie de compensation. C'est invivable de dire que n'importe quel belgicisme est à mettre à la poubelle, qu'on parle mal à chaque fois qu'on sort un belgicisme. C'est intenable comme position. Et donc, l'idée est de dire on va en sauver quelques-uns. Et que va-t-on sauver? Les belgicismes de Beaunalois, c'est-à-dire ceux, par exemple, qui comblent des trous lexicaux. Allez, par exemple, une drève, une allée bordée d'arbres qui mène généralement à une belle demeure, une drève. Mais ça, le français général, le français de référence, comme je l'appelle, n'a pas de mot pour dire ça. Introduisons drève dans le français universel. Yes. Bon, 70-90, on va pas trop le critiquer. C'est quand même, bon, même la Bourse de Paris fonctionne avec 70-90. Donc on peut le mettre, c'est de Beaunalois, vous ne trouvez pas? Et puis bon, je peux aller aussi chercher du côté de certains archaïsmes, par exemple. Andéan, c'est vieux, ça vient de l'ancien français, tout ça est de très Beaunalois. C'était une stratégie de compensation. Enfin, au moins, regardez ce qu'il dit. Je trouve qu'avec le temps, ça prend une résonance particulière. La critique nous a mis en garde, dit-il dans l'avant-propos. Nos braves gens, il n'y a pas que les braves gens, il y a aussi les mauvaises gens. Ne vont-ils pas croire que tout ce qu'ils disent est mal? Ils n'oseront plus parler. Il avait vu juste. Ils n'oseront plus parler. Vous allez les réduire au silence. Eh bien, rétrospectivement, ce jugement est plein de lucidité. Je connais pas mal de gens qui, à certains moments, préfèrent être réduits au silence que d'exposer des manières de parler qu'ils savent non légitimes. Pouvoir du langage, pouvoir de la légitimité. Je tiens à dire, par honnêteté intellectuelle, que ce ne sont pas les Français qui nous réduisent à cet état d'insécurité linguistique. Et alors j'ai repris ici on l'a dit tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup au dictionnaire, mais 2 extraits du Petit Robert, du Petit Larousse, qui vont tous les deux dans la même direction. L'un, signature d'Alain Ray, que vous connaissez bien sûr, mais qui dit clairement, les dictionnaires consacrés au français moderne, c'est paradoxal qu'ils négligent totalement la réalité linguistique de communautés francophones importantes et influentes. Et ils visent notamment, explicitement, la Belgique là-dedans, le Québec, la Suisse romande, l'Afrique. Le Petit Larousse dit la même chose. Une part importante a été faite dans nos éditions à la francophonie hors de France. Donc, nous sommes nous-mêmes les artisans de notre propre insécurité linguistique. Et ne nous a pas imposé de l'extérieur, nous la créons nous-mêmes. La première étape, c'est d'abord de faire reconnaître ce français en Belgique. C'est quoi exactement? C'est quoi ce belge qui n'existe pas? Je préfère être clair là-dessus. On ne parle pas belge en Belgique, je le redirai tout à l'heure. On parle une variété de français. Donc on parle français, à la mode de chez nous, très bien. Mais c'est pas du belge, c'est du français. Ça, il faut être très clair là-dessus. Et pour l'illustrer, il faut des ouvrages qui le décrivent. Et donc, avec mon équipe, j'ai commis ce dictionnaire de belgicisme. Alors, du point de vue de la diffusion, c'est bien. On a atteint les mêmes seuils que les chasses au belgicisme quelques années auparavant. Travailler sur une description du français en Belgique, c'est faire du travail sérieux d'enquête. D'abord, c'est demander à des personnes en Wallonie et à Bruxelles quel est leur usage, comment ils l'évaluent. C'est ce que nous avons fait. On a travaillé sur toute une série de formes, d'expressions, de sens qui avaient été naguère dans les ouvrages antérieurs recensés comme propres à la Belgique. On les a d'abord un petit peu nettoyé, parce qu'il y avait un peu de tout là-dedans. Il y avait du français populaire, il y avait de tout. Et ceux qu'on a vraiment retenus, on les a soumis à une centaine d'informateurs à Bruxelles et en Wallonie, qui eux-mêmes avaient des réseaux. D'accord ? Donc on a touché plusieurs centaines de personnes, en réalité. Et à partir de là, si vous voulez, on a testé la diffusion géographique, la vitalité de chacun de ces belgicismes de forme, de sens ou de grammaire. Et ça donne alors des choses intéressantes comme ceci, quand on a l'avantage de faire des enquêtes comme ça. Et voilà, je prends un mot comme Dickeneck. Il fallait bien que je paye mon tribut au territoire sur lequel nous nous trouvons.
regardez, parmi les personnes donc, que nous avons interrogées, le degré de reconnaissance, c'est-à-dire je connais le mot mais je ne l'utilise pas. Le degré de reconnaissance, c'est 58%. Le degré d'usage, c'est 33%. 33%. Se dire, c'est pas beaucoup, 33%. Si, c'est beaucoup. Hein. N'oubliez pas que c'est Bruxelles et la Wallonie. Bruxelles et la Wallonie. C'est en réalité beaucoup. C'est donc un de ces mots partagés par les Bruxellois et les Wallons. Alors bien entendu, le film Dickeneck a fait beaucoup pour la diffusion de ce mot, bien entendu, ça c'est clair. Mais voilà. Et regardez ici, alors on a toute une série de dimensions, je ne ferai pas ce commentaire-là, rassurez-vous, sur beaucoup de fiches, mais on a toute une série de dimensions. Donc l'âge, y a-t-il une évolution dans la pratique des mots avec l'âge? Il y en a une petite. Est-ce qu'il y a une différence selon le sexe? Il y en a une petite ici aussi, exactement. Est-ce qu'il y a une différence selon la scolarité? D'accord? Est-ce qu'il y a alors une différence selon l'endroit? Alors regardez ici, Bruxelles, reconnaissance 100%, évidemment. Ah. Et usage 83% à Bruxelles, on est bien d'accord. Par contre, si vous allez dans le Luxembourg, ben là, la reconnaissance c'est 22%, et l'usage c'est 22%. En clair, ce sont des Luxembourgeois qui sont en contact avec Bruxelles ou qui ont travaillé avec Bruxelles et qui ont rapporté le mot chez eux. Eh bien, pour tous les mots que nous avons testés, nous avons ce genre de données. Tous les mots. Alors, tant que j'y suis, regardez ce que ça permet de faire. Et ça vous montrera aussi comment ça fonctionne. J'ai pris ici le mot ducasse. Alors tout le monde, je suppose ici, a entendu le mot ducasse, et je suppose que vous l'associez à la ducasse de Mons ou bien Ath. Bref, les ducasses du Hainaut. Ducasse est la forme picarde qui équivaut au français dédicace. Rappelez-vous, c'est la dédicace de la paroisse, la fête du Saint, qui était le jour de la kermesse. D'accord ? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, ducasse est aujourd'hui du français, régional, disons, belge, enfin wallon. Si des lecteurs français découvrent des mots comme Waterzooi, par exemple, je suis pas sûr qu'ils vont exactement prononcer Waterzooi, hein, d'accord? Ziverer, Brusseler, Dickeneck, bon, non, je pense que ça pourrait poser des problèmes. Donc, tous les mots sont accompagnés de la phonétique, une catégorie grammaticale, une vraie définition. Une vraie définition. Pourquoi une vraie définition? Parce que le synonyme français, je le mets ici dans une rubrique à part qui s'appelle équivalent en français de référence. Donc baliverne, calembrodène, faribole, bobard, etc. Ce sont les équivalents en français de référence. Personne en Belgique ne voudra dire qu'une carabistouille, c'est une calembrodène, quoi. Bien sûr. Parce que il y a la dénotation, le sens, et il y a les connotations. Ce sont tous ces suppléments de signification que nous associons au nom. Alors, un petit mot rapidement. Je parle de belgicisme depuis le début, et vous avez remarqué que j'ai soigneusement évité de définir belgicisme. Je suppose que pour vous, belgicisme, c'est ce qui est belge. D'où ma question. Est-ce qu'ils sont belges? Alors oui, pour une partie d'entre eux, il n'y a pas de souci. Donc Brol, pas de problème, ça c'est bien de chez nous. Cougnou, c'est wallon bien sûr, hein, Brol est bruxellois, Cougnou est d'origine wallonne, Cougnou, c'est bien de chez nous, un tout petit peu au nord de la France. Tout petit peu au nord de la France. Barrière-Nadar, ah oui, ça c'est bien de chez nous aussi. Connaissez l'anecdote? Je peux dépasser de 5 minutes? C'est le Nadar que vous connaissez par ailleurs, hein, donc à la fois le photographe, mais aussi celui qui faisait voler les aéronefs. Et alors, donc un jour, il est venu faire une démonstration ici à Bruxelles, au Parc Royal, présence du roi. Et à ce moment-là, vu le succès qu'a eu l'initiative, la police a dû, pour la première fois, mettre des barrières pour canaliser la foule. Et dans la presse, c'est resté barrière Nadar. Et à la fin de sa vie, on a une correspondance de Nadar qui dit « C'est quand même malheureux qu'un homme comme moi, qui a passé toute sa vie à briser les frontières, soit associé au nom d'une barrière. » Oui, on parle un bon français en Belgique. D'abord, je le rappelle parce qu'on parle français. Soyons bien d'accord là-dessus. On parle français. Et ce que nos amis français appellent le belge, vous le savez comme moi, c'est évidemment la variété
de français qui est véhiculé par des pièces mythiques comme le mariage de Mademoiselle Beulemans, etc. C'est ça. Au mieux, le belge, c'est ça. Et vous savez comme moi sans doute que le mariage de Mademoiselle Beulemans, c'est magnifique. Moi, je continue de pleurer de rire quand je le revois. Ça s'appelle pompeusement du marolien littéraire, mais c'est pas la langue parlée, hein, on est d'accord. Hein, c'est une mise en scène, et c'est une mise en scène de la langue aussi. D'accord ? Je connais aucun bruxellois qui parle comme ça. Mais ça fait couleur locale et ça fait belge. Donc il parle français et pas belge. Et oui, parce qu'il ne faut quand même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Dire qu'on ne comprend pas les Belges, qu'on ne comprend pas les Québécois, qu'on ne comprend pas les Suisses romands, c'est simplement se fermer les oreilles. Hein. Donc quand certaines personnes, parfois bien intentionnées, me disent « Mais oui, mais enfin, ce que vous faites là comme travail, vous encouragez la babilisation, la créolisation du français. » Pas de panique, hein. Pas de panique. Un mot, il n'est rien hors d'un contexte. Et avec un contexte, vous comprenez tout de suite quand même. Et si vous ne comprenez pas, vous aurez vite compris. C'est pas grave. Il y a bien un vocabulaire technique que nous ne connaissons pas non plus. Bon. Voilà. Et alors, je crois aussi qu'on parle un bon français parce que, ici j'en appelle finalement à la responsabilité des francophones vis-à-vis de leur langue. On parle un bon français et je souhaite qu'on le reconnaisse comme tel parce que c'est bien un enjeu de la francophonie. Si seul le français de référence est reconnu comme valant la peine d'être compris, écrit, enseigné, bien sur les 270 millions de francophones, il y en a pas mal qui se retrouvent sans langue maternelle. Hein. Par exemple, simplement, en Europe, y compris en Belgique, de plus en plus, toutes les publicités sont faites en anglais sur tous les produits de consommation. Mais en plus, encore pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a une commissaire européenne néerlandaise qui répond aux journalistes qui lui demandent pourquoi elle ne s'exprime pas en néerlandais, dit « Ah non, c'est pour me faire comprendre par les 27 ou 28 autres pays ». Ce qui veut dire que le français, qui était langue diplomatique pendant des siècles, ne l'est plus, mais en plus que le seul pays qui parle réellement anglais vient d'en sortir un peu par le Brexit, qu'il n'y a aucun autre pays dont la langue nationale est l'anglais. Alors, où va-t-on et comment peut-on réagir à cela ? Donc on reprend une autre conférence, c'est ça ? Oui. C'est très important d'identifier, évidemment, merci pour la question, bien sûr, c'est important d'identifier dans ces cas-là la nationalité de la personne qui intervient. Par exemple, le fait que la commissaire soit néerlandaise, donc vienne des Pays-Bas, et parle anglais n'est pas du tout un hasard, puisque vous savez qu'aux Pays-Bas, l'anglais est maintenant, comme en Suède, Norvège, etc., la langue, je dirais, de communication formelle, pratiquement dans l'ensemble des usages. Les universités, vous savez sans doute, les universités aux Pays-Bas fonctionnent maintenant exclusivement en anglais. Au point que nos collègues de Gand ou de Leuven, par exemple, affrontent des étudiants qui disent « mais on va continuer les cours quand même en néerlandais chez nous, oui ». Donc on sent un mouvement qui vient, des discussions sur la langue de certains masters en anglais ou pas, etc. Donc c'est tout ce mouvement-là qui est là derrière. Et il ne faut évidemment pas se perdre son temps dans des combats qui n'en sont pas. Donc objectivement, toutes les langues du monde aujourd'hui sont minoritaires par rapport à l'anglais. Il ne faut pas... Inutile de vouloir renverser ces situations-là. Non, il faut attendre que l'anglais connaisse le sort qui a été par exemple celui du latin. C'est ce qui va lui arriver. Hein. Rassurez-vous, vous savez, il n'est pas là pour l'éternité, l'anglais. Non. Allez, vous savez comme moi, hein, peut-être même beaucoup mieux, qu'on parle aujourd'hui non plus d'English, mais Englishes, les Anglais. Il est évident que l'anglais des États-Unis n'est pas celui de l'Australie, et encore moins celui de la reine. D'accord ? Donc, il se passe là, si vous voulez, une diversification qui fait qu'à un moment donné, vous n'aurez plus ce rôle qui a été joué à un moment donné par l'anglais comme langue. Ou alors, il y aura une sorte de lingua franca qui est déjà largement à l'œuvre, notamment dans les communautés européennes, qui est une langue qu'aucun anglais,
je parle des Anglais ici, pas des Américains, qu'aucun Anglais ne va reconnaître comme étant sa langue, mais qui est une sorte de volapuc, mais compréhensible, et qui nous sert à faire du tourisme. Ça, c'est pas une langue. Une langue est porteuse non seulement d'informations, mais aussi de sentiments, de culture, d'émotions, etc. Et cette langue-là n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est clair. Je trouve que, et on l'a encore vu récemment, il y a eu, c'est reparti, la guerre du nénuphar au mois de mai, là, quand on a parlé des manuels scolaires français qui allaient enfin appliquer donc la réforme de l'orthographe, c'est 1990, hein, donc ça ne date pas d'hier. Hein. Mais elle a été peu appliquée, c'est normal que vous ne la connaissiez pas nécessairement. Mais quand je constate que dans ces débats-là, à un moment donné, on voit sur les réseaux sociaux, où on trouve de tout, mais des gens cultivés sur un réseau social, qui disent que ce qui est en train de se passer pour le français, c'est comme le sida, donc l'évolution, c'est comme le sida, je me dis que là, on dérape. Et que des mots comme cela me font craindre alors ce conservatisme vis-à-vis de la langue. J'ai beaucoup de respect pour l'histoire de la langue, c'est un des cours que je donne. Je trouve qu'il faut être très conscient de l'intérêt que ça présente pour expliquer le présent et l'avenir. Mais de là à bloquer des quatre fers et à considérer que toute évolution est une sorte de maladie honteuse, ça franchement, j'en suis très très loin. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai une position beaucoup plus nette que cela. Il faut que le français évolue. Hein. Tel qu'il est aujourd'hui, il n'a aucune chance de garder une position, disons, de prestige sur le marché linguistique mondial. Aucune chance.